retrouve aujourd'hui pour faire mon top 10 des meilleures lectures du premier trimestre de 2025 et il a été extrêmement dur à constituer puisque j'ai eu vraiment des superbes lectures sur ce premier trimestre. Ça a été un casse-tête de tous les classer, si bien que je n'en ai pas 10, j'en ai 11 puisque dans mon top 10, en fait sur la 10e position, il y en a 2 que je n'ai pas réussi à départager. Vraiment c'était impossible d'en enlever un par rapport à l'autre, c'était pas possible. Donc dès ce début de top 10, j'aurai 2 livres à vous présenter qui sont tous les deux à la 10e position. Vous allez voir, c'est riche, c'est dense et c'est génial. C'est parti tout de suite. Donc les 2 que je n'ai pas réussi à départager, c'est A Language of Dragons et Peau d'âme de Odd Ziegelmeyer, publié chez Gulfstream Editor. C'est donc une réécriture de Peau d'âne dans lequel on va suivre Blanche qui va avoir son destin qui va basculer le jour où son père va décider de trouver une nouvelle épouse pour avoir un héritier et non une héritière. Elle pensait que c'était elle finalement qui allait hériter du trône, sauf que son père en a décidé autrement. Elle va donc essayer de lui prouver qu'elle mérite clairement sa place d'héritière, sauf qu'un jour son père va prendre une décision extrêmement stupide qui va bousculer et faire basculer son destin. Et j'ai vraiment adoré parce que on a une Blanche où j'ai eu un peu de mal à m'attacher au début, mais dès que tu as le contexte, d'un coup tu comprends pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle agit de cette façon. J'ai vraiment adoré la suivre, j'ai beaucoup plus d'ailleurs préféré la première partie que la deuxième. Enfin, il y a eu un coup de mou en fait dans le milieu du livre qui n'était pas forcément nécessaire, qui ne nécessite pas d'être aussi long, je trouve. Mais je ne peux pas exactement vous dire pourquoi parce que sinon ce serait un énorme spoil. D'ailleurs, si vous avez déjà lu Peau d'âne, vous savez à peu près de quoi ce livre va traiter. D'un sujet qui est extrêmement dur et extrêmement tabou. Et j'ai vraiment passé un excellent moment. J'ai très hâte de lire la suite et savoir comment on va tourner le dessin de Blanche. C'était génial, je ne peux que vous inviter à le découvrir. Et donc sur la même marche, j'ai donc A Language of Dragon de C.F. Williamson qui vient juste de sortir chez Big Bang. Je l'ai donc vu en VO et mon avis est donc un petit peu différent des livres que je lis en français puisque je suis peut-être un peu moins exigeante sachant que je n'ai pas toutes les nuances. Dans ce livre-là, on va suivre Vivienne qui est capable de parler 6 langues de dragon. Elle rêve de devenir traductrice de codes draconiques. Sauf qu'un jour, sa famille va être arrêtée et en essayant de les sauver, elle va se faire attraper elle aussi. On va lui passer un marché, c'est soit tu arrives à décoder ça en code draconique et dans ce cas-là on te libère et on libère ta famille, soit tu n'y arrives pas et en gros bon bah tout le monde est laissé à son triste sort. Et l'intrigue, l'univers, les complots, les guerres entre les différents partis sont vraiment incroyables. Tu ne t'ennuies pas grâce à cette intrigue qui est vraiment super puissante où tu sais qu'il y a un truc à aller chercher derrière. Par contre, le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est le personnage principal que j'ai trouvé détestable, qui a des valeurs qui sont loin d'être les miennes et que je n'ai vraiment pas apprécié. J'en attends énormément du prochain tome par rapport à ce personnage en particulier parce que je pense que c'est ce qui va faire que je vais définitivement m'attacher à cette saga ou non. Même si j'ai trouvé le premier tome incroyable, il y a vraiment ce gros bémol qui risque d'entacher les tomes suivants si ça ne s'améliore pas. En deuxième position, j'ai mis Outre Noir de Mark D. Gregson, publié chez Lumen. C'est donc le second tome et cette saga est absolument incroyable. Pour ceux qui n'ont pas suivi dans cette histoire, on va suivre Conrad qui fait partie des plus pauvres alors qu'il faisait partie des plus riches. Et c'est arrivé le jour où son oncle a tué son père et a gardé sa petite sœur. Son oncle lui demande donc de rentrer dans la guilde de la chasse afin de récupérer sa sœur. Et c'est la guilde la plus dangereuse de cet univers. Il doit donc y faire sa place et y faire ses preuves. Sauf que faut s'imaginer bien que c'est un peu plus complexe que ça. C'est un livre que je trouve extrêmement bien fait du par ces castes qui nous fait poser question sur notre monde à nous. Mais il y a aussi une double intrigue aussi bien au niveau des personnages qu'au niveau du monde en lui-même. Je trouve que c'est encore plus exploité dans ce tome-là. Il est peut-être un peu plus lent que le premier, ce second tome, mais on est bourré d'action. Il y a des retournements dans tous les sens et il y a une vraie question au niveau de la loyauté des personnages qui peut changer d'une page à l'autre. J'ai vraiment passé un excellent moment et j'ai très hâte du prochain tome qui conclura la fin de cette saga. D'ailleurs, cette saga risque d'être adaptée en film ou en série. Il est actuellement, je crois, en développement. J'ai très hâte de voir cette adaptation parce que ça peut être dingue. En 8e position, j'ai mis Les Oiselles Sauvages de Kate J. Armstrong. Donc c'est le 2e tome des Oiselles de Nuit qui est donc publié chez De Saxus. Je vous avoue qu'au moment de sa sortie, beaucoup se sont jetés dessus et beaucoup étaient déçus. Moi, je l'ai lu un peu en décalé le premier tome et j'avais finalement adoré et à ce moment-là, j'avais lu énormément d'avis positifs.
mais sur ce second tome, je ne le vois passer nulle part, vraiment nulle part, alors qu'il est incroyable. Je trouve qu'il est bien mieux que le premier. Déjà, j'avais adoré le premier, mais celui-là, il a vraiment un truc en plus. Si vous cherchez un récit autour de la sororité, de l'entraide, du rassemblement de femmes, allez-y. C'est vraiment le thème principal de ce livre-là. On suit donc dans le premier tome 3 oiselles de nuit. Les oiselles de nuit, ce sont les femmes qui sont capables de donner leurs dons à l'aide d'un baiser. Elles sont donc rémunérées pour la chose et donc elles sont protégées par les puissants. Sauf qu'un jour, elles vont être agressées et leur vie va basculer. Et j'avais adoré le premier, mais il était un peu plus jeunesse, on va dire, et celui-là est vraiment young adulte. Il y a plein de questions qui sont posées, les caractéristiques de chacune de nos personnages rapportent quelque chose dans l'histoire, on a un passé qui les définit et pour lequel elles souhaitent s'affranchir. On suit plusieurs points de vue et j'ai vraiment adoré. On ne s'ennuie pas, il se passe des choses dans tous les sens et elles ont surtout chacune leur rôle à jouer, mais de manière différente. Elles ne s'impliquent pas de la même manière et ne font pas les mêmes choses. Il y a un côté aussi un peu comme d'un pot d'âme de la trope, du trope Female Rage, parce que elles ont soif de justice et de trouver leur place dans cet univers, qu'on leur donne leur place dans cet univers, et j'ai vraiment adoré. Si vous n'avez pas encore découvert cette duologie, franchement foncez, parce qu'elle mérite tellement plus de visibilité et je pense qu'elle pourrait donner un sentiment d'espoir à pas mal de personnes, donc allez-y. En 7ème position, j'ai mis Songlight de Moira Buffini et j'ai l'impression qu'il y a un peu un thème dans cette vidéo parce que ça fait plusieurs livres dont je vous parle où on parle de la place de la femme. Donc clairement ici, on est dans une dystopie avec de la magie dans lequel on va suivre Elsa qui est une femme et qui est capable du chant. Le chant, c'est une caractéristique qui permet de communier avec d'autres esprits qui possèdent également le chant, mais il lui permet aussi de rentrer dans le cerveau des gens afin d'influer des idées ou de savoir tout simplement ce qu'ils pensent. Malheureusement, dans cette société, les personnes douées de chant sont traquées, tuées ou même réduites à l'esclavage à peu près une condition de légumes. Elsa va donc tout faire pour protéger son secret, mais malheureusement, elle veut absolument que les choses changent. Elle va tout faire pour que ce soit le cas. Dans cette société, les femmes n'ont aucun choix quant à leur avenir. Elles sont soit épouses, soit prostituées et il n'y a pas de monde entre les deux. Et les hommes sont enrôlés de force dans l'armée puisqu'il y a une guerre qui fait rage avec un continent voisin. Et on a par-dessus tout ça une élite qui se gave et qui a le plein pouvoir, qui pense faire la bonne chose mais qui se trompe complètement, qui détruit sa population. Et je l'ai trouvé extrêmement intéressant de par plein d'aspects qu'il aborde. Je ne peux que vous inviter à le découvrir et la plume de l'autrice est absolument incroyable. Je la trouve extrêmement poétique et tout ce début de livre est autour de l'océan, de la mer. Je trouve ça d'une beauté folle. J'ai vraiment adoré toutes les questions qui soulevaient. On a aussi tout un questionnement autour de l'endoctrinement. C'était génial, je ne peux que vous inviter à le découvrir et j'ai très hâte de lire la suite qui devrait paraître en septembre 2025. En 6ème position, on retrouve Le Chant de la Reine Corbeau de Isabelle Lesteplume, publié chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom, que j'ai vraiment adoré parce qu'il m'a sorti des codes traditionnels de la romantasy, dans le sens où dans cette histoire, nous allons suivre une jeune fille dont les parents vont être mortellement incendiés et assassinée. Elle va donc être la seule survivante de sa famille et pour monter sur le trône, puisque sa famille est actuellement sur le trône, pour monter sur le trône, elle doit absolument trouver un époux. On va donc lui proposer beaucoup d'hommes, mais elle va jeter son dévolu sur un en le trompant. Et j'ai vraiment adoré parce que on a le trope Grumpy Sunshine, mais inversé. Elle est taciturne, elle est dure, elle est froide, et lui c'est un vrai rayon de soleil. Il y a des enjeux énormes, il y a toute une intrigue qui est autour de la magie en elle-même, sur ce qu'elle provoque sur leur monde, mais il y a aussi tout un pan sur les complots politiques, sur les différentes familles qui règnent, puisqu'en tout il y en a 5, et ils se font des crasses les unes comme les autres, et il y a une fin absolument déchirante qui m'a vraiment retourné l'estomac quand je l'ai terminé, où je me disais mais comment ça va pouvoir continuer. J'ai tellement hâte d'avoir la suite, et c'est un des rares livres où je me dis, je l'ai lu en numérique, je l'ai en service presse numérique, j'ai très envie d'avoir l'objet livre parce que de 1 il est très beau, et parce que ce livre a marqué un tournant, je pense, dans la façon dont je vois les romantasy, de par les idées qui sont véhiculées, de par les stéréotypes qui sont un peu cassés. Bref, j'ai vraiment tout aimé dans ce livre-là, je ne peux que vous inviter à le découvrir, il est
incroyable. On continue avec La Voix de l'Orée de Marie Fabre, publiée chez Naos, qui est une histoire qui se déroule durant la révolution industrielle où on va suivre Hatcher, qui est un jeune reporter et qui veut absolument couvrir une affaire de meurtre qu'il y a en cours, sauf qu'on va lui dire qu'il est trop jeune et on va lui renvoyer sur une affaire parallèle autour d'un médecin, et on va suivre du coup tout son parcours au niveau de cette société qui est constituée de plusieurs castes, où à travers lui on va découvrir cette société qui est un peu pourrie dans l'os. Et j'ai vraiment adoré ce personnage parce qu'il a un millier de facettes qu'on peut retrouver de 1 milliard de façons dans différentes situations. Il m'a enchanté, il m'a embarqué dans son histoire. L'histoire est hyper bien ficelée, ce qui fait que très vite tu finis par te poser des questions sur l'intrigue et le plot twist qui finit par arriver. Ça n'en sachant absolument rien l'histoire de connaître le plot twist, parce que la plume est géniale, les idées sont fantastiques et le personnage principal, c'est un plaisir à le suivre. Je ne peux que vous inviter pareil à le découvrir parce que j'ai passé un hyper chouette moment et j'ai très hâte de lire le second tome qui devrait paraître, je crois, à la fin de l'année. C'était fou, voilà, c'était fou, j'ai trop aimé et c'est du young adulte celui-là. En 4e position, j'ai mis La Lignée des Maudits de Bleuhen Guillou, publié chez Didier Jeunesse, que j'ai eu la chance de recevoir de leur part. On suit donc Ava qui est capable de voir les morts, sauf qu'elle le cache à sa famille puisque sa famille sont des charlatans. Ils disent à la société concrètement qu'ils sont capables de voir les esprits et de régler du coup les histoires j'ai besoin de savoir où est quelque chose, j'ai besoin de faire mon deuil, etc. Et c'est la seule qui est réellement capable de ce don. Elle le cache pour pas devenir le gagne-pain. Sauf qu'un jour, un fantôme un peu particulier va apparaître devant elle qui va l'inciter à mener une enquête en sachant que dans ce monde, il y a un espèce de brouillard qui tue les personnes et parfois, il y a certaines personnes qui en ressortent. Je ne peux que vous inviter à le découvrir puisqu'on traite de pas mal de sujets autour du fait de grandir, autour d'accepter ce qui on est, quelles sont nos valeurs et qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte pas, autour surtout des relations familiales qui, moi, m'a transportée parce que c'est un sujet qui me touche et qui me travaille. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. De toute façon, vous connaissez mon amour pour cette autrice. Je trouve qu'elle fait des récits avec des personnages extrêmement complexes et qui sont juste. Je trouve que ce qui la représente le mieux, c'est que c'est juste, c'est que les actes ont des conséquences et je trouve ça incroyable. J'ai vraiment passé un super chouette moment avec ce livre et je ne peux que vous inviter à le découvrir. On continue avec, en 3e position, Les Cités de Poussière de Nell Pfeffer, qui est un brin particulier parce que quand j'ai fini ce livre, j'étais contente. Vraiment, j'avais passé un hyper chouette moment, mais je ne me rendais pas compte à quel point il avait eu un impact sur moi. Je vous explique, je l'ai lu et j'ai dû faire ma chronique sur Instagram très rapidement pour que ça s'allie avec la sortie de ce livre. Et à cette époque-là, j'avais mis un 4,5 sur 5. Et en refaisant mon bilan de mois de mars, déjà, je me disais, en fait, finalement, c'est un 5 sur 5. Et en laissant encore plus bouger dans le temps, je me rends compte que c'est carrément un coup de cœur. C'est vraiment le genre de livre où tu as besoin d'assimiler ce que tu as lu pour comprendre à quel point il t'a marqué, à quel point il t'a apporté quelque chose. Donc il a changé de place, c'est un coup de cœur. C'est donc en tout dans mon trimestre, j'ai quand même eu 4 coups de cœur, ce qui est génial, je trouve. Et moi qui galère à en avoir ces derniers temps, là sur ce trimestre, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et pour vous parler du résumé, on va donc suivre Delia qui est une jeune bibliothécaire et elle va être appelée un jour pour vider une maison, et dans cette maison elle va trouver un grimoire qui va faire basculer totalement son existence puisqu'elle va rencontrer Dante qui va l'envoyer directement auprès de celui qui régente les cités de poussière. Et je ne vous en dirai pas plus puisque c'est un livre qui est absolument à découvrir, sachant que la magie repose entièrement sur les objets anciens, c'est de la poussière qui sort de ces objets. C'est un livre qui traite d'un sujet tellement important qui est l'invisibilisation de la femme dans l'histoire. Et je trouve que c'est extrêmement bien retranscrit, même si ça ne m'a pas touchée, puisque je n'ai rien fait de grandiose, hein, on va dire. Mais si je devais me mettre à la place de ces femmes qui, dans l'histoire, ont été effacées, je pense que c'est ce que tu dois ressentir. Cette envie de vengeance et surtout de récupérer ce qu'on t'a pris, de cette sensation de justice. Et je trouve que c'est merveilleusement bien décrit dans ce livre. Ça a ses conséquences et je pense que plus ça va, plus je trouve que les livres qui me marquent le plus, c'est les livres où tes actes ont des conséquences, et j'ai trouvé que la fin était juste. Et bref, il m'a marqué d'une manière dont je ne pensais pas, et j'ai hâte de voir comment dans le temps il va encore me marquer peut-être
davantage. C'est exactement pour cette raison que je fais ces vidéos là, c'est que je me rends compte qu'avec le temps, mes avis, mes positions changent avec le fait que ça mûrisse et que j'y réfléchisse derrière. Ce qui fait que normalement, il n'aurait pas dû se retrouver là dans ce classement. Mais finalement, je ne peux qu'avouer que finalement, c'était un coup de cœur. Et j'ai oublié de vous parler de la plume que je trouve encore plus aboutie que dans L'Engrange-Temps. Il y avait ce côté un peu jeunesse dans L'Engrange-Temps qui n'est plus présent là. On est vraiment dans le bon young adulte, limite new adulte, je dirais, parce qu'il y a cette plume qui est percutante, qui est poétique, qui est jolie, qui est agréable, qui est fluide. Je trouve que c'est encore plus abouti que dans ces tomes précédents. J'ai hâte de découvrir les autres projets de l'autrice. En seconde position, j'ai mis What the River Knows, donc Les Secrets d'une île de Isabelle Ibanez, publié chez Rajo, qui a été un gros coup de cœur pour ma part. Pour la simple et bonne raison que l'autrice est capable de nous tenir en haleine avec son suspense. Je trouve qu'elle le maîtrise de manière extrêmement fine puisqu'elle essaie de nous balader de long en large dans son livre et elle nous prend directement pour nous faire continuer de lire. Pour rappel, dans cette histoire, on va suivre Inès dont les parents vont mystérieusement disparaître en Égypte et elle va s'y rendre, sauf qu'une fois sur place, elle va tomber nez à nez sur Whit qui va vouloir la renvoyer chez elle en Amérique du Sud. Elle lui dit clairement qu'elle va en faire qu'à sa tête et que non, elle ne va pas repartir tant qu'elle n'aura pas percé le mystère autour de la disparition de ses parents. J'ai trouvé ça absolument incroyable de par ce mystère, de par l'intrigue qui est posée, de par la fluidité du récit qui t'oblige à faire défiler les pages. Je trouve qu'elle a une manière de nous amener vers un plot twist qui finalement n'arrive pas ou n'est pas celui auquel on pensait. Je me suis complètement laissée porter par ma lecture et ça a été vraiment génial. Cette fin est absolument horrible. Ou concrètement, dans l'épilogue, on te dit que tu vas être dans la merde en attendant le prochain tome parce que ça laisse encore planer un suspense supplémentaire par rapport à tout ce qu'on a eu. Elle nous a baladé de A à Z et j'ai très hâte de lire la suite. Et bon, si vous avez vu ma vidéo précédente, vous ne serez absolument pas surpris du livre que je vais sortir là. C'est une maîtrise d'ange que je vous ai déjà présenté dans ce top, qui va revenir une deuxième fois. C'est donc Conjuration, le tome 2 de Bleu & Guillou, publié chez Naos. Je suis encore bouleversée de cette fin et de cette histoire. C'est l'une des meilleures duologies fantasy young adults que j'ai lues. Si vous n'avez pas encore essayé, allez-y, je vous en supplie. Je vais continuer une propagande, je pense, très longtemps sur ce titre qui m'aura marqué de bien des manières. Donc, dans le premier tome, on va suivre Livia, dont le père a été tué devant ses yeux et elle va être récupérée en tant qu'otage et va emménager dans le royaume principal de l'Empire. Elle va absolument vouloir se venger et pour ça, elle va se créer des alliances, dont une qui n'est autre que le frère de l'impératrice actuelle. Elle va se marier avec et à partir de là, va passer de rebondissement en rebondissement, de complot sur complot, de personnages gris qui ne prennent ni de mauvaises ni de bonnes décisions. Ils font juste des choix qui les amènent à telle ou telle direction. J'avais adoré le premier tome qui avait été un coup de cœur, mais alors celui-ci est encore supérieur dans le sens où tous les actes ont des conséquences et j'en reviens toujours à cette même phrase. Je pense que c'est l'une des fins les plus justes que j'ai pu lire au vu de tout ce qui s'est passé dans la duologie. Il faut absolument lire ce livre qui parle d'énormément de sujets, qui transcendent, qui te fait vivre plein d'émotions. T'es tellement impliqué avec tes personnages qui sont d'ailleurs tous exploités à leur maximum. Il y en a certains que j'aurais peut-être aimé encore plus. J'ai même demandé à l'autrice si elle allait faire un préquel sur un certain personnage dont je ne vous parlerai pas là parce qu'il mérite le coup qu'on lui laisse la place d'être lu dans ce deuxième tome. Pitié, allez le lire, je trouve qu'elle a magnifiquement bien exécuté son livre. Il y a des moments qui sont extrêmement durs, il y a des moments qui sont touchants. J'ai annoté mon livre, comme vous pouvez le voir, avec plein de post-it. La majorité sont bleus ou sont jaunes, le bleu étant la tristesse et le jaune étant la surprise. Ça donne le ton, je pense, sur ce livre. Allez le lire, s'il vous plaît. On a donc fait tour de toutes mes lectures du premier trimestre. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, ou s'il y en a certains où j'ai réussi à vous convaincre de les lire, parce qu'ils méritent vraiment plus, et j'aimerais tellement que ces livres-là soient plus lus, même si certains n'ont absolument pas besoin de moi pour ça, mais bon. Je vous souhaite donc une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et à la semaine prochaine.